Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. L'ascenseur bancaire dont TV Liberté a été victime n'est pas un simple incident, c'est un choc d'une violence inouïe qui frappe au cœur de notre modèle économique et c'était le but politique recherché. Depuis la fermeture arbitraire de nos comptes, les conséquences sont sérieuses, graves. À notre traditionnel budget complémentaire, toujours nécessaire en milieu d'année, s'ajoutent désormais des procédures administratives complexes, des retards de traitement et surtout la perte de centaines de dons non effectués. Le plus terrible, la chute brutale des versements mensuels, une des colonnes vertébrales de notre financement, interrompue sans préavis. Des donateurs fidèles depuis des années n'ont plus eu les moyens de nous soutenir ou ne savent même pas que leurs prélèvements ont été stoppés. Plus de 300 000 € de pertes. Voilà le coût probable, le prix de cette opération de sabotage. Cette attaque vise clairement à nous mettre à genoux au moment même où TVL est à un pic en audience comme en influence. Mais nous ne céderons pas. La riposte commence maintenant. Chaque don est une bouée de sauvetage. Chaque signature de la pétition que nous avons lancée est une balle contre la censure. TVL pourrait mourir pour le plus grand plaisir de la Macronie et de l'extrême centre, pour le plus grand plaisir de la caste médiatique. TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle page d'actualité que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre quotidiennement. Au programme de cette édition, la guerre se poursuit entre Israël et l'Iran. Le rapport de force semble plus que jamais reposer sur les États-Unis, tandis qu'Emmanuel Macron a subi une nouvelle humiliation de la part de Donald Trump. Nous reviendrons aussi sur l'autre conflit qui secoue la planète, la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky pourrait bien faire les frais des initiatives belliqueuses de Benjamin Netanyahou. Et puis nous reviendrons en France avec les discussions syndicales sur les retraites qui s'enlisent pendant que François Bayrou, lui, cherche avant tout à conserver son poste à Matignon. La guerre se poursuit entre Tel Aviv et Téhéran après l'attaque israélienne du 12 juin. Le conflit semble même se diriger vers une guerre totale dont l'issue est fort incertaine. Olivier Frère-Jacques. Des frappes israéliennes chirurgicales et des ripostes d'envergure de l'Iran. Les échanges de missiles se poursuivent entre les deux pays et ce mardi, Tsahal dit avoir tué le chef d'état-major iranien Ali Shadmani à Téhéran. L'armée israélienne revendique également la destruction de la base de Tabriz. Des attentats au sol ont également ciblé des ingénieurs nucléaires, des civils donc, révélant la pénétration du Mossad dans l'appareil sécuritaire iranien. Selon le ministère iranien de la Santé, ces attaques ont causé au moins 224 morts et plus de 1000 blessés, avec un grand nombre de civils, de femmes et d'enfants. La télévision iranienne a aussi été ciblée, sans que les grands médias français ne s'en émeuvent pas plus que Reporters sans frontières. L'Iran a riposté avec des salves de drones et de missiles hypersoniques transperçant le dôme de fer israélien jugé défaillant face à ses armes avancées. Les frappes iraniennes ont touché des cibles stratégiques à Tel Aviv et Haïfa, faisant 24 morts selon un bilan israélien de lundi. Les dégâts matériels sont significatifs. Une cyberattaque a par ailleurs paralysé la Sepa Bank, institution clé des forces armées iraniennes, accentuant l'impression de chaos. De nombreuses informations issues des canaux israéliens et iraniens font état de frappes décisives, d'arrestations d'agents infiltrés, mais démêler le vrai du faux entre information et propagande est souvent très compliqué ici. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou justifie cette offensive par la nécessité d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, une menace brandie depuis des décennies, sans preuve définitive. Cependant, les frappes n'ont pas détruit les installations nucléaires enfouies de Fordo et Natanz, protégées par des couches de béton et de terre.
L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a confirmé l'absence de dégâts majeurs à Natanz, bien que des pannes électriques aient affecté des centrifugeuses. Le Premier ministre israélien semble parier sur une stratégie plus large. Après avoir affaibli le Hamas, le Hezbollah et après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, il cherche à provoquer un effondrement de la République islamique d'Iran. Il espère surtout entraîner les États-Unis dans une guerre totale. Ce pari est risqué car l'Iran a démontré sa capacité à infliger des dommages à Israël, notamment avec ses missiles hypersoniques dont le stock reste inconnu mais potentiellement important. Les États-Unis sous Donald Trump jouent un rôle ambigu. Malgré un soutien logistique à Israël avec le déploiement du porte-avions USS Nimitz et des ressources défensives, Trump privilégie une posture encore défensive et insiste sur la nécessité d'un accord avec l'Iran. Son appel à évacuer Téhéran immédiatement et son départ précipité du G7 lundi suggèrent une volonté de pression diplomatique bien que ses intentions restent floues. Il a critiqué Benjamin Netanyahou qui l'accuse d'ouvrir une boîte de Pandore et semble hésiter à s'engager militairement, partagé entre les faucons républicains et son credo « America First », son ton aussi ainsi entre appel au calme et menaces à demi cachées. Ils aimeraient discuter, mais ils auraient dû le faire avant. J'avais 60 jours, et eux aussi. Et le 61e jour, j'ai dit « Nous n'avons pas d'accord. Ils doivent en conclure un. » C'est douloureux pour les deux parties, mais je dirais que l'Iran ne gagne pas cette guerre. Ils devraient discuter, et ils devraient discuter immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Une victoire israélienne en cas de soutien total des États-Unis ne fait pas trop de doute et place Washington en position de force. En revanche, une victoire totale devrait impliquer des pertes importantes côté israélien notamment, ainsi que des dégâts majeurs en Iran, ce qui laisserait le pays dans un état déplorable, ouvrant probablement la voie à des partitions territoriales, avec des conflits régionaux impliquant les Kurdes, les Baloutches ou encore les Arabes d'Awaz, menaçant la stabilité du Proche-Orient. En disant cibler le guide suprême, Benjamin Netanyahou tente de personnifier un ennemi, mais la mort de l'ayatollah Khamenei pourrait entraîner une escalade de violence sans précédent, alors que sa voix est d'ordinaire plutôt mesurée et a pu avoir tendance à calmer les ardeurs des ultras ou des gardiens de la révolution. Il y a quelques années, Israël réclamait aussi la mort de Saddam Hussein, avec le résultat que l'on sait. Même tableau pour Kadhafi et la Libye. Et dans cette histoire, une fois de plus, Emmanuel Macron apparaît marginalisé. Son appel à un cessez-le-feu et à la désescalade exprimé au G7 a été raillé par Trump qui l'a accusé de se tromper toujours. À court terme, le conflit risque de s'intensifier avec des frappes continues et un risque d'épuisement des défenses antimissiles israéliennes, Arrow 3 et David Sling, déjà sollicités par plus de 400 missiles iraniens en 3 jours. Une pénurie qui pourrait pousser à un plus grand engagement américain. À moyen terme, une impasse pourrait émerger, l'Iran reconstituant ses capacités et Israël devant faire face à de multiples offensives de ce qu'il reste d'alliés à l'Iran dans la région. Une issue diplomatique reste cependant possible, mais elle dépendra de la capacité de l'Iran à négocier sous pression et de la volonté américaine de contenir ou de soutenir Benjamin Netanyahou. Et alors que le Moyen-Orient s'embrase toujours plus, quel avenir pour l'Ukraine ? Donald Trump, partisan de la paix pendant sa campagne, se retrouve désormais écrasé entre une guerre totale lancée par Israël et le conflit en Ukraine. Élément de réflexion tout de suite. Volodymyr Zelensky, dommage collatéral de Benjamin Netanyahou. C'est en tout cas ce qui se profile avec l'intensification du conflit au Moyen-Orient. En effet, le scénario s'écarte radicalement de celui que Donald Trump appelait de ses vœux pendant la campagne présidentielle. Celui qui misait sur l'Amérique d'abord se retrouve en effet embarqué malgré lui dans un affrontement face à l'Iran sans que le conflit en Ukraine ne soit résolu pour autant. Le président américain n'aura pourtant pas raté les démonstrations de bonne volonté à l'égard des dirigeants ukrainiens et russes. Mais tout porte à croire que ces trois-là ne sont pas sur le même fuseau horaire. Si Donald Trump voulait rapidement se débarrasser d'un conflit, les deux autres intéressés n'ont pas forcément les mêmes obligations. D'un côté, Vladimir Poutine, qui sait ses soldats en position de force sur le terrain, veut que le conflit s'achève pour de bon. Comprendre, pas comme en 2014 avec les prétendus accords de Minsk visant uniquement à gagner du temps de l'aveu même des garants français et allemands. De l'autre, Volodymyr Zelensky. Si ses combattants sont à l'os, lui, c'est qu'une défaite, un recul, une reddition
où une négociation sera dans tous les cas synonyme de perte de pouvoir. Dans son intérêt politique, donc, la paix ne presse pas pour lui. Donald Trump, dépassé par Netanyahou d'un côté, ne semble pas pouvoir davantage maîtriser la situation à l'Est. Lors de son passage au G7, il a rappelé les erreurs des grands de ce monde dans ce conflit. Le G7 était autrefois le G8. Barack Obama et un certain Trudeau ne voulaient pas de la Russie. Et je voudrais dire que c'était une erreur, car je pense qu'il n'y aurait pas de guerre aujourd'hui si la Russie était présente. En réalité, Justin Trudeau n'y est pour rien, car il n'était pas encore à la tête du Canada en 2014. Néanmoins, le principe d'exclure la Russie des instances internationales a de facto conduit à la situation actuelle, dont l'explosion de la guerre ouverte en Ukraine. Toujours est-il que Donald Trump ne devrait pas maintenir l'aide à Volodymyr Zelensky pendant des mois et des mois si Washington doit en plus affronter les velléités belliqueuses du Premier ministre israélien. À plus forte raison que les dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête, sont en ordre de bataille pour ponctionner toujours davantage l'épargne des contribuables afin de financer les armes de l'Ukraine pour prolonger une guerre qui ne pourra être gagnée. Le conclave sur les retraites prolonge l'avis de François Bayrou. Après 4 mois de discussion avec les syndicats, le Premier ministre aura uniquement réussi à gagner du temps. Renaud de Bourleuf. Pas de fumée blanche en vue pour le conclave des retraites. Les négociations syndicales engagées il y a 4 mois sur la réforme de 2023 touchent à leur fin et devraient accoucher d'une souris. Seule certitude, François Bayrou a visiblement réussi à sauver sa peau pour quelque temps. Rappelons que le conclave des retraites a été annoncé en janvier par le Béarnais fraîchement nommé Premier ministre. Son idée était d'amadouer la gauche pour éviter que les socialistes ne se joignent à une censure de son gouvernement. Pendant 4 mois, 5 syndicats ont discuté des aménagements à trouver pour la réforme Borne. Le MEDEF et la Confédération des petites et moyennes entreprises côté patronat, la CFDT, la CFTC et la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, pour les représentants des salariés. Notons que dès le lendemain de l'ouverture, Force ouvrière avait claqué à la porte des négociations, suivies quelques jours plus tard par la CGT. Mais alors que le conclave se termine, l'accord semble bien loin. Sans doute pour sauver la face et donner l'impression que ces réunions auront servi à quelque chose, François Bayrou a annoncé lundi l'éventuelle mise en place d'une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail. L'idée est de leur verser une partie de leur retraite en plus de leur salaire. Cette idée-là, qui est un encouragement à l'activité et qui est de nature à faire changer le pourcentage des personnes restant au travail. Je suis persuadé que tout le monde a à y gagner. Les salariés, les retraités, ce sont des économies qui sont faites par le régime de retraite. Et donc, il y a une prime et il y a en même temps des économies puisqu'on ne verse pas la retraite. Donc c'est une meilleure organisation à mes yeux. C'est une proposition que j'ai faite individuellement à chacun des protagonistes autour de la table. Et je suis persuadé que c'est une amélioration nette de la situation et qui permet un meilleur équilibre financier. François Bayrou persuadé que tout le monde va y gagner. En attendant, personne n'est convaincu. La CFDT critique une proposition floue et non chiffrée. La CFTC pointe quant à elle une idée déconnectée des attentes des Français. Mais très honnêtement, quand on est en parallèle sur un travail pour essayer d'améliorer le taux d'emploi et le taux d'activité des jeunes dans notre pays, c'est pas en favorisant un maximum de personnes à ne pas partir qu'on va régler ce problème-là. La CPME ajoute que cette idée ne permettrait pas d'avoir un accord. A fortiori, alors que François Bayrou dégaine cette proposition 24 heures avant la fin des discussions, pendant que de très nombreux points n'ont toujours pas été tranchés. Les syndicats n'ont pas trouvé d'accord sur la question des mères de famille. Faut-il modifier le calcul de la pension sur 23 ou 24 ans plutôt que sur 25 ans ? Faut-il leur accorder une surcote à partir de l'âge de 62 ans au lieu de 63 aujourd'hui ? Autre question qui n'ont pas été tranchées, celle des carrières hachées, ainsi que l'annulation de l'âge de la décote, 66 ans au lieu de 67 ans. D'autres pistes sont encore à l'étude, la montée des cotisations et l'indexation des pensions. Une question reste sûre, accord ou pas, le conclave ne touchera pas à l'âge de la retraite qui reste maintenu à 64 ans. De quoi penser que François Bayrou a uniquement convoqué ces discussions syndicales pour gagner du temps. Reste à savoir s'il pourrait être rattrapé. Ce mardi, le député LFI Mathilde Panot a annoncé une possible motion de censure. Il n'y a pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Nous proposons à l'ensemble des groupes de gauche de déposer une motion de censure du gouvernement. Le RN a décidé de ne pas voter une telle motion de censure, tandis que les socialistes n'ont pas encore décidé. Il est ainsi peu probable que les 289 voix soient réunies pour faire tomber le gouvernement. Le départ forcé de François Bayrou à la retraite n'est a priori pas pour tout de suite.
Et partons à présent faire un rapide tour de France en bref. Nouvelle victime du laxisme judiciaire. Début juin, à Saint-Genis-Laval, dans l'agglomération lyonnaise, une fille de 15 ans a été violée alors qu'elle attendait le bus. Le suspect, prénommé Radouane et âgé de 41 ans, a été arrêté. Il a plus de 50 inscriptions au traitement des antécédents judiciaires. De plus, 3 jours avant le viol, il avait été arrêté pour des violences et immédiatement relâché dans la nature. Inéligibilité, le RN perd une bataille. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté lundi par 23 voix contre 21 une proposition de loi de l'Union des droites pour la République, l'UDR, d'Éric Ciotti, allié au Rassemblement national. Le texte visant à interdire l'exécution immédiate des peines d'inéligibilité fait suite à la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires qui l'empêche, malgré son appel, de se présenter à des élections, y compris la présidentielle. Présentée comme une défense de la vie démocratique, la proposition a été dénoncée par la gauche et le centre comme une mesure taillée sur mesure pour Marine Le Pen. Les élus UDR, RN et certains LR ont voté pour. Le texte sera débattu dans l'hémicycle le 26 juin. Il ne fait pas bon plaisanter dans la municipale. Le tribunal administratif de Lille a confirmé le 3 juin la radiation définitive d'un policier municipal stagiaire à Lise-les-Lannoy, dans le Nord, pour plusieurs manquements professionnels. Parmi ceux-ci sont invoqués des retards répétés, l'oubli de son gilet pare-balles et des initiatives non autorisées. L'incident déterminant s'est produit en octobre 2022 lors d'une formation sur la prévention de la radicalisation où il s'est présenté en djellaba blanche, s'exprimant avec un accent arabe exagéré pour faire une blague. Ce comportement jugé inapproprié et révélant un défaut de positionnement face à ses futures fonctions a conduit à sa radiation. 2 arrêtés municipaux de 2023 pris contre lui ont été annulés pour des raisons de forme, mais la décision de radiation a été maintenue. La guerre des drapeaux se poursuit en France. Le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Otio, a exigé lundi le retrait du drapeau israélien affiché sur la mairie de Nice depuis octobre 2023, invoquant une violation du principe de neutralité du service public. Une circulaire rappelant l'interdiction des drapeaux étrangers sur les bâtiments publics sera envoyée au maire du département. Le maire, Christian Estrosi, s'était engagé à maintenir le drapeau jusqu'à la libération des otages du Hamas. Des recours antérieurs pour retirer le drapeau ont été rejetés en mai 2024 pour défaut d'urgence. Par ailleurs, à Gennevilliers et à Saint-Denis, ce sont des drapeaux palestiniens qui ont été interdits, alors qu'il y a 2 ans, florissaient un peu partout des drapeaux ukrainiens. Des affaires qui illustrent, que ce soit d'un côté comme de l'autre, l'importation de conflits étrangers et témoignent de l'importance prise par les communautés dans le pays. Nouvelle victime des airbags Takata à Reims, la conductrice d'une Citroën C3 a été tuée après le déclenchement du système censé la protéger. Sa fille de 14 ans présente dans le véhicule a été blessée. C'est le 14e incident de la sorte en France et le 2e dans l'Hexagone, l'essentiel des victimes se trouvant en Outre-mer. Déjà défectueux, le dispositif semble également particulièrement sensible à la chaleur. Rappelons que ces airbags risquent d'exploser à tout moment et que les véhicules équipés par le modèle japonais ont fait l'objet d'un rappel. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Un grand remplacement sur le champ religieux. Début juin, l'Institut américain Pew Research Center a publié une étude sur l'évolution du paysage religieux dans le monde entre 2010 et 2020. Avec 2,3 milliards de personnes, les chrétiens sont les plus nombreux dans le monde, représentant plus d'un quart de la population. Mais avec 122 millions de personnes en plus, leur nombre ne progresse pas aussi vite que la croissance mondiale. D'autre part, les musulmans comptent 2 milliards de personnes et ont connu la croissance la plus rapide de la décennie avec 347 millions en plus. Les non-croyants sont estimés à 1,9 milliard de personnes. Les écologistes contre la protection des enfants. À Budapest, en Hongrie, le maire écologiste Gergely Karacsony a annoncé lundi que la ville prendrait en charge l'organisation de la Gay Pride, prévue le 28 juin, afin de contourner une possible interdiction. Cette décision intervient face aux restrictions imposées par le gouvernement de Viktor Orban qui entend limiter les manifestations LGBT pour protéger les enfants. Une loi de 2021 interdit d'évoquer l'homosexualité ou le changement de sexe devant les mineurs, et un amendement constitutionnel récent renforce ces mesures. Assumant l'organisation, la municipalité évite une autorisation policière, s'appuyant sur son droit d'organiser des événements culturels. Les défenseurs hongrois de la famille seront peut-être aussi de leur droit à manifester. La Chine poursuit son rapprochement avec l'Afrique. Pour conforter son statut de partenaire stratégique, Pékin vient d'annoncer que les droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains seraient supprimés. Seul l'Eswatini, ex-Swaziland, un tout petit frontalier avec le Mozambique, est exclu de la disposition en raison de ses liens diplomatiques avec Taïwan.
La décision chinoise visant qu'à ériger le pays en moteur du continent en facilitant le transit des produits africains, alors même que les annonces de taxes douanières de Washington pourraient mettre un coup d'arrêt aux accords en vigueur depuis 25 ans. Pékin a d'ailleurs sans doute fait ces déclarations pour renforcer ses liens avec l'Afrique, pour qui elle est le premier partenaire commercial du continent. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chaneau reçoit Hervé Juvin pour évoquer la délicate situation de Donald Trump face à la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes sur un ensauvagement des relations internationales dont je trouve qu'il a très peu de commentaires. Je voudrais faire un rappel à ce sujet sur l'histoire de la guerre. On a connu notamment au XIXe siècle des guerres où les victimes étaient militaires avec extrêmement peu de victimes civiles. On a connu des guerres où il y avait 10 victimes soldats militaires engagés dans le conflit pour une victime civile. Aujourd'hui, nous assistons à des conflits où il y a 1000 victimes civiles pour un militaire. Nous assistons à des conflits où l'usage de la torture, l'usage des détentions arbitraires, l'usage de la terreur contre des civils est devenu banalisé. Je suis étonné que personne n'utilise le mot de terrorisme d'État. Pendant des années passées, le mot terrorisme d'État était sur toutes les lèvres et sur tous les plateaux. Le terrorisme d'État est devenu une banalité. Et nombre d'États dans le monde utilisent le terrorisme comme une arme, comme une autre, contre leurs ennemis ou contre ceux désignés tels. Demain dès 7h, un grand angle avec Jean-Yves Le Gallou. Il évoque le sommet sur la remigration qui s'est tenu en Italie le 17 mai dernier. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.